Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h sur Alizé. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'intégralité des actes de l'IVG remboursés à 100%, une bonne nouvelle en Guadeloupe où 5000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées par an. Un nouveau directeur général au Crédit Agricole, il entend poursuivre le développement du digital à la banque dite verte. J-1 pour l'Open de Guadeloupe, une édition qui présente un plateau de jeunes prodiges, peut-être futures stars du tennis mondial. Le journal, Ronnie Nabal. Avec pour invité ce soir Surya Talvin, organisatrice du Beauté Créole Show, un événement mode qui se déroulera ce dimanche 3 avril à Moule. On la retrouve tout à l'heure. À compter d'aujourd'hui, tous les actes nécessaires pour une interruption volontaire de grossesse seront remboursés à 100% par l'assurance maladie. Une promesse de François Hollande qui vient lever les obstacles financiers dans l'accès à l'avortement. En Guadeloupe, les équipes de la maternité consciente accueillent tout au long de l'année des femmes pour des conseils sur la sexualité, sur la contraception et bien évidemment sur l'avortement. Marion Bordier s'est rendue au planning familial de Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Reportage. Au planning familial de la maternité consciente de Pointe-à-Pitre, les jeunes femmes arrivent souvent en situation de détresse. Si certaines viennent pour une demande ou un changement de contraception, d'autres sollicitent des conseils vis-à-vis d'une grossesse parfois non désirée. Dans ce dernier cas, la solution de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est présentée par les différentes conseillères. Nous les prenons en charge, on les encadre, on les accompagne, on les oriente, on discute avec elles. On dédramatise déjà le fait que elles se retrouvent enceintes et on les oriente vers un praticien qui travaille avec nous pour l'opération elle-même. L'IVG médicamenteuse peut être pratiquée avant 5 semaines de grossesse. Quant à l'opération chirurgicale, elle peut être réalisée jusqu'à 12 semaines. Jusqu'alors, les patientes de plus de 18 ans pouvaient être réticentes à avorter en raison du non-remboursement des examens en amont de l'acte lui-même. Consultation, examens biologiques et échographie étaient en partie à leur charge, et ce, en plus de l'avortement. En effet, seulement 70% de l'IVG, soit un coût compris entre 200 et 450 €, étaient remboursés pour les personnes majeures. Il n'y aura pas de contraintes, elles ne seront pas obligatoires. Bon, ça ne sera pas obligatoire de garder l'enfant, parce que quelquefois c'est financièrement que ça ne va pas. Donc ça va peut-être beaucoup alléger certaines personnes. Le coût n'est plus une charge pour les patientes qui parfois devaient demander de l'aide à leurs proches et donc révéler leur situation. Elles iront voir le médecin, elles accéderont directement à l'IVG sans avoir à s'inquiéter par rapport à une éventuelle contribution financière. J'en ai connu qui étaient complètement déboussolées parce qu'elles n'avaient pas un sou, mais rien du tout, même pas pour payer la consultation médicale. Et pas seulement des jeunes filles mineures, même des femmes en situation de détresse. Ce mal-être, cette jeune fille le subit depuis qu'elle a appris qu'elle était enceinte. En parler à ses parents, pour l'instant, elle n'ose pas. Elle souhaiterait avorter. Sur le plan économique, c'est une bonne chose parce qu'il y a certaines jeunes filles qui sont étudiantes, les frais médicaux peuvent coûter un peu cher. En moyenne, 5000 IVG sont pratiqués chaque année en Guadeloupe. Le planning familial se donne pour mission de sensibiliser la population à la contraception afin d'éviter d'aller jusqu'à l'avortement. Un colon géant a pris place en plein milieu du centre commercial de Destrélan, une structure gonflable que les bénévoles de la Ligue contre le cancer invitent le public à parcourir pour mieux comprendre ce qu'est le cancer colorectal. Tout au long du parcours, dans ce colon géant, l'explorateur découvre à quoi peut ressembler l'intérieur de son corps et les différents stades des liaisons d'un colon cancéreux. Explication à la pluie. Anne-Elisabeth Arsène s'est glissée dans ce morceau d'intestin. Un colon géant pour faire de la prévention. C'est l'idée originale de la Ligue contre le cancer pour la 2e année consécutive. L'année dernière, on a fait venir ce colon de la Martinique parce qu'en fait, les deux comités, Martinique et Guadeloupe, se sont alliés pour pouvoir donc faire de la prévention sur ce cancer colorectal qui touche nos populations par la forme de notre nourriture, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fonction de ce qu'on mange, on peut développer plus ou moins ce type de cancer. C'est plus de 200 nouveaux cas de cancer par an, cancer colorectal. Donc c'est pour nous, à notre avis, trop de cancers de ce type.
Alain et Marguerite sont déjà sensibilisés à ce cancer. Ils en profitent pour asseoir leurs connaissances. Oui, tout à fait. Enfin, sensibiliser, oui. Je fais mes coloscopies régulièrement depuis une dizaine d'années, suite à une petite alerte qui s'est avérée sans conséquence. Mais depuis, on est très sensibilisés et je conseille aux gens d'aller régulièrement faire le nécessaire afin d'éviter d'avoir des gros ennuis par la suite. Moi, je pense que c'est très bien que chacun devrait prendre la décision de faire le dépistage du côlon, au moins une fois par an. Ça m'a appris beaucoup de choses. Bon, je connaissais déjà un petit peu, je l'ai déjà fait et je pense que chacun devrait un jour ou autre le faire. Pour ne pas attendre le moment propice où on vous dira c'est trop tard, on n'y peut rien. José Mangatal est le guide du jour. Sa technique, employer des mots simples et des images qui resteront gravées dans les esprits. À un moment donné, la tumeur envoie, je disais, comme des djihadistes dans le foie et dans le poumon qui sont les métastases. Parce que finalement, ils viennent faire la même chose, ils viennent semer le chaos dans les fonctionnements du foie ou dans le poumon. Et cette image qui est une image d'actualité leur reste gravée dans la tête et demain ils comprennent c'est quoi l'action d'une métastase. Sensibilisation, prévention par le dépistage, mais surtout être à l'écoute des alertes du corps et savoir les décrypter. C'est la mission de ce côlon géant itinérant qui passera par Capesterre-Belle-Eau, Pointe-Noire, Marie-Galante, Le Gosier et Sainte-Anne entre le 6 avril et le 14 mai. La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe a un nouveau directeur général depuis peu. Benoît Leduc, qui était présent à l'Assemblée générale de la Banque verte ce matin à son siège à Petit-Peyraud aux Abîmes. L'occasion de parler des bons résultats de la première banque de Guadeloupe, mais également de présenter sa nouvelle stratégie numérique. Reportage Karine Gielman. Le Crédit agricole a l'ère du digital. Objectif, préserver le lien humain. Lors de l'Assemblée générale où les sociétaires sont venus découvrir le rapport d'activité de leur société, le nouveau directeur a rappelé cet enjeu. Notre objectif, c'est véritablement de donner tous les moyens aux clients d'avoir un contact avec sa banque, que ce soit au niveau digital, au travers des smartphones, au travers d'Internet, au travers de l'utilisation des nouvelles technologies, ou alors avec son conseiller en agence. Et donc c'est le mix entre la partie digitale et la partie contact humain que nous allons mettre en œuvre et continuer de développer à la Caisse régionale de Guadeloupe. La mise en place d'une application sur votre smartphone ou encore les bornes interactives ont pour ambition de simplifier les démarches administratives. Un résultat quand même satisfaisant cette année, mais ce résultat s'est construit au bout de plusieurs années. Donc la conjoncture est malgré tout difficile, mais nous avons des clients qui continuent à nous faire confiance. Et nous c'est nécessaire parce que nous faisons beaucoup pour le territoire. Nous sommes la première banque de la Guadeloupe et nous investissons, nous accompagnons les entreprises, les collectivités, les entreprises au niveau de leur développement. Avec un résultat net en hausse de 10% en 2015, soit 22 300 000 euros, contre 8 800 000 en 2012, la banque 100% guadeloupéenne se porte bien. Pour eux, la technologie ne semble pas être synonyme de fusion ou de restriction de personnel. On n'a pas du tout prévu de travailler dans ce sens-là. On a le premier réseau d'agences bancaires de Guadeloupe et je crois que c'est une force pour nous et donc on n'a pas du tout prévu aujourd'hui de fermer des points de vente. Au contraire, ça nous permet d'être au contact de la population de manière physique et humaine. Et on le complétera bien sûr avec tous les moyens de la technologie. Leur stratégie, donc, jusqu'en 2020, allier un modèle de banque de proximité et intégrer l'innovation technologique dans leur système, le tout avec une réduction des coûts importante. Affaire à suivre. Pointe-à-Pitre disposera bien d'un parking souterrain d'ici peu. La décision a été entérinée au cours d'un récent conseil municipal de la ville après plusieurs mois d'âpres discussions avec la société paraguayenne Sabalo. La municipalité pointoise s'est laissée convaincre de la nécessité de construire ce parking souterrain en plein centre-ville. Une solution au problème du manque de place de stationnement à Pointe-à-Pitre et une véritable bouffée d'air pour les commerçants pointois dont l'activité est étroitement liée à la capacité d'accueil du centre-ville.
150 places pourraient être livrées d'ici la fin de cette année, selon les porte-paroles de la société Sabalo, spécialisée dans ce type de construction. Si Basse-Terre a choisi un parking à plusieurs niveaux, la solution proposée à Pointe-à-Pitre a l'avantage d'être moins onéreuse. Le coût des travaux est estimé à moins de 3 millions d'euros que la ville espère pouvoir trouver dans les fonds consacrés à la rénovation urbaine pour éviter une augmentation des impôts. La construction prochaine donc de ce parking souterrain constitue-t-elle une bonne nouvelle pour vous? Marion Bordier est allée interroger quelques chalands en centre-ville de Pointe-à-Pitre. Bon, si ça peut aider les usagers, donc je pense que ce sera une bonne chose. Pour se garer à Pointe-à-Pitre, c'est pas évident. Je pense que ce serait favorable, puisque les places ici sont très exiguës. Il n'y a pas possibilité lorsqu'on vient en ville en fait de trouver facilement une place. C'est pas suffisant les 150, mais ce serait toujours ça, parce que de plus en plus, il y a eu par exemple des travaux qui ont été faits au bord de mer. Et de plus en plus, on fait des travaux, mais sans pour cela penser aux automobilistes vraiment et leurs besoins. Les gens qui viennent à Pointe-à-Pitre en général, ils sont très pressés. Et je crois que le parking, ça peut être un bon truc. Ça peut être un bon truc, mais ça peut aussi être un truc pas bien parce que les gens aiment bien être dans leur voiture. Et surtout, dans les environs de Pointe-à-Pitre, la sécurité n'est pas tellement en place. Les voitures se font casser aussi des fois. C'est surtout ça le problème. Il n'y a pas encore suffisamment de transports en commun, donc il y a encore beaucoup de gens qui viennent en voiture, donc il était temps, ouais, ça va certainement faciliter les allées et venues. Je sais qu'il y a des fonds européens, je ne sais pas comment ils vont essayer de travailler là-dessus, mais s'il peut y avoir des subventions, il vaut mieux, parce que sinon ça va être sur les pointoirs ou l'agglomération. Je pense que les PV vont augmenter, parce que de toute façon, il faut bien financer quelque part. Affaire à suivre. Direction maintenant la Guyane où Harry Chalus et Marie-Luce Panchard pour le conseil régional ainsi que Marlène Mélis pour le conseil départemental de la Guadeloupe étaient présents depuis hier à la 13e conférence de coopération régionale anti-Guyane qui se déroulait jusqu'à ce soir à Cayenne. Pour les représentants des 3DFA et des COM de Saint-Martin et Saint-Barth, il s'agissait de faire le point sur la possibilité d'adhésion de leur collectivité aux organisations de la grande région. Une équation difficile pour les collectivités qui sont intégrées à l'Union européenne, selon Georges Paul-Angevin, la ministre de l'Outre-mer présente à ces rencontres. C'est comme quand vous êtes marié à une femme, vous ne pouvez pas être marié à une autre. Voilà. Donc il faut trouver des moyens de faire en sorte que l'appartenance à un ensemble, qui est l'Union européenne, qui apporte beaucoup, me semble-t-il, aux collectivités françaises des Amériques, puisse être compatible avec la coopération avec d'autres ensembles. Parce que dans les autres ensembles, de la même manière, il peut leur sembler singulier d'intégrer des gens qui font partie de l'Europe. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, petit à petit, on avance, comme vous voyez, d'une manière très méthodique. Pas après pas, organisation après organisation, parce que chaque organisation de la Caraïbe a sa propre logique. Par conséquent, il faut qu'on voit à chaque fois comment ça fonctionne et comment on peut faire pour que la collectivité puisse en faire partie. La Caraïbe, oui, mais pas à pas de géant, s'il fallait résumer. Harry Chalus, lui, s'est proposé pour la création d'un Erasmus caribéen pour favoriser les échanges entre les étudiants, les enseignants et les chercheurs à l'échelle de la Caraïbe. De son côté, le conseil départemental de Guadeloupe a proposé par la voix de Marlène Mélis un projet de gestion intégrée des déchets, faire de nos régions des terres d'expérimentation de l'économie circulaire afin de limiter les importations, faciliter la gestion des déchets, mais également préserver l'environnement ainsi que la santé des populations. Restons dans la grande région pour un tour d'horizon de l'actualité. Nous irons à Antigua où un nouveau projet d'hôtel de luxe est programmé. Mais d'abord, direction le Bronx où les Portoricains ont trouvé un défenseur très médiatique. C'est votre rendez-vous Caraïbes. États-Unis, Sanders défend les Portoricains. Bernie Sanders, sénateur indépendant du Vermont et candidat démocrate à la présidentielle américaine, a exprimé aujourd'hui un rejet retentissant de l'idée d'imposer une taxe fédérale à Puerto Rico. Au cours de sa campagne dans le Bronx devant des milliers de supporters enthousiastes et pour la plupart d'origine portoricaine, Bernie Sanders s'est posé en défenseur de la cause portoricaine qui souffrirait, selon ses termes, de la pression fiscale imposée par les multinationales et leurs dirigeants déjà multimillionnaires.
Bernie Sanders a reçu le soutien du chanteur populaire portoricain René Pérez, plus connu sous le nom de résident Cole 13, du réalisateur engagé Spike Lee et de l'actrice d'origine portoricaine Rosario Dawson. Ces 3 stars ont fortement appuyé la candidature de Bernie Sanders, appelant la foule à voter le 19 avril prochain, martelant « Si nous gagnons New York, nous gagnons la Maison-Blanche ». Un moment plus tard, Hillary Clinton, adversaire de Sanders, s'est targuée d'un tweet dans lequel elle précise qu'il est temps d'agir sur la crise de la dette et préserver l'autonomie de Porto Rico, de quoi présumer une lutte sévère le 19 avril prochain pour la victoire à New York. République dominicaine, parc photovoltaïque. Le premier parc photovoltaïque de la République dominicaine a été inauguré cette semaine par le président Danilo Medina. Le parc solaire Monte Plata générera environ 300 emplois directs et 1000 emplois indirects selon les estimations du gouvernement. Selon la multinationale taïwanaise General Energy Solutions, qui a réalisé ce parc pour un investissement total de 110 millions de dollars, ce qui place ce parc solaire comme le plus important de la Caraïbe. Il devra à terme générer un total d'environ 200 MW sur l'île. Ce projet n'est que le premier d'un vaste plan d'investissement dédié à l'amélioration de l'énergie propre sur la République dominicaine. Antigua, encore un projet à plusieurs millions de dollars. Il s'agit maintenant du projet La Bahia Hotel et Apartments qui sera développé dans la région de Friars Hill à Antigua. Le projet de 52 millions de dollars est conduit par Adam Investment Management, un groupe d'investisseurs basé à Trinidad et Tobago, en joint venture avec le gouvernement d'Antigua et Barbuda. L'AIA Hotel comprendra 122 chambres en hôtel, en condominium de luxe et plusieurs suites de luxe avec balcon, des restaurants, une salle de fitness, des cours de tennis, des magasins, une piscine olympique et rien de moins qu'une salle de conférence de plus de 7000 m². Une telle salle permettra de positionner la destination Antigua et Barbuda comme une destination d'affaires, événementielle et de conférences de niveau international. La propriété est construite sur 4 hectares qui appartenaient auparavant à la compagnie pétrolière West Indies et acquise par le gouvernement en novembre 2015. Le Premier ministre Gaston Brown a rappelé la nécessité du positionnement très haut de gamme de la destination Antigua et Barbuda et de lancer des perspectives d'investissement dans les hôtels, logements et équipements industriels de haute qualité. C'est le plan national d'Antigua pour le XXIe siècle. C'était notre rendez-vous Caraïbes. Place maintenant à notre invitée, Surya Talvin, organisatrice du Beauté Créole Show. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Institut Beauté Créole organise la 2e édition du Beauté Créole Show ce dimanche 3 avril, place de la Liberté dans la ville de Moule. Pour nous en parler donc, vous êtes là ce soir, vous êtes l'une des organisatrices de cet événement. Première chose, vous précisez que ce n'est pas un concours de beauté. Tout à fait. Donc en fait, c'est vraiment un show looking où on a sélectionné 7 personnes, des femmes différentes de divers profils. Donc ce sont des femmes de tous les jours. Elles vous ont jamais pour la plupart défiler exactement, ou même faire participer à un concours de beauté. Exactement. Alors elles sont 7 femmes âgées de 21 à 42 ans. Elles ont été sélectionnées pour profiter de 6 semaines de prise en charge par des professionnels de la beauté. Quelles sont ces femmes? D'où viennent-elles et comment ont-elles été choisies? En fait, nous avons fait une propagande en fait, sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille surtout au niveau moulien. Après, il y en a qui sortent de Basse-Terre, des Abîmes, du Moule, encore du Gosier. Donc c'est vraiment un panel assez vaste. Donc on n'est pas resté qu'au niveau du Moule. Comment les avez-vous choisis? En fait, c'est par rapport au Facebook. Franchement, on a vraiment fait une communication autour, justement pour avoir ces 7 femmes qui vont se présenter dimanche. Alors, quel a été le programme, puisque pendant 6 semaines, elles ont été prises en charge, quel a été le programme de cette prise en charge durant 1 mois et demi, en fait? Tout à fait. Donc, il faut savoir que pour ma part, c'était la partie esthétique, donc tout ce qui est soins corps, bien-être et tout ce qui s'ensuit. Après, il y avait la partie coiffure, coaching en images. Il fallait les apprendre à marcher, si on peut dire, puisque le jour du jour J, il y aura du stress, donc la donne elle change. Mais sinon, il y a eu aussi au niveau de la maîtrise en soi pour gérer lors du jour J au niveau du stress et tout ce qui s'ensuit. Alors, ce sont 7 femmes entièrement transformées qui vont se présenter dimanche soir et l'une d'entre elles sera choisie pour être votre égérie. Sur quels critères? En fait, on n'a pas vraiment de critères. Donc, pour répéter, c'est pas un concours de mode, voilà. Donc c'est vraiment le seul critère, c'est qu'elle
qu'elle soit majeure déjà. Avant-après peut-être. Exactement. Donc le jour J, on va voir au niveau de l'attitude, l'assurance, celle qui va vraiment révéler le jour la beauté créole en fait. Et quel sera le destin de celle qui sera élue ou choisie? Pendant un an, elle aura des offres au niveau des prestations esthétiques pour ma part, au niveau des différents professionnels, notamment salon de coiffure, coaching en image, ou même chez les différents partenaires sponsors, qui a fait tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, tout autour, tous les partenaires et sponsors, elle aura des cadeaux. Alors, ça se passe dimanche soir, donc dimanche après-midi au niveau du Moule. Dès le matin, il y aura un village artisanal, et là vous proposez d'autres choses que de la mode. Exactement, donc c'est quand même dédié à la mode directement. Donc il y aura des exposants, il y aura des jeux gonflables à disposition gratuitement, il y aura une Zumba géante dès 16h, et pour clôturer justement l'événement, il y aura le défilé. Et avec la participation de tous les commerçants de Oui, la plupart. La plupart. Alors, on sait que le domaine de la mode peut fournir des débouchés pour les jeunes. Vous avez vous-même tourné le dos au secteur bancaire et vous êtes devenue esthéticienne? Tout à fait, c'est ça. Donc avant, c'est vrai que j'ai toujours aimé ce domaine, mais bon, à la base, je me suis tournée vers l'esthétique par défaut. Je me suis dit, tant qu'à faire, je fais une année sabbatique en faisant ce que j'aime par passion. Et il faut croire que ça a dépassé ce stade. Maintenant, je suis esthéticienne et maintenant, je fais des shows. Et vous présentez donc la 2e édition de ce Beauté Créole Show. C'est ce dimanche 3 avril, place de la Liberté, dans la ville de Moule, et on invite tout le monde à venir vous rejoindre. Peut-être 3e édition, plus de candidates, et elles peuvent déjà se préparer à vous rejoindre. Tout à fait, surtout qu'il y a le Facebook pour, donc elles peuvent laisser des messages en privé, et nous allons les solliciter pour l'année prochaine. Merci beaucoup Surya Talvin. Je rappelle que vous êtes organisatrice du Beauté Créole Show. Merci d'avoir été notre invitée. Merci de m'avoir invitée. Et en ce qui nous concerne, on va poursuivre et parler cette fois de sport avec cet Open de Guadeloupe. C'est demain que débutent les qualifications de l'Open de Guadeloupe international masculin de tennis. 150 joueurs sont inscrits à cette compétition et parmi eux, plusieurs figuraient dans le tableau principal des Master 1000 de Miami. On attend le grand espoir du tennis américain Taylor Fritz, mais d'autres jeunes joueurs devraient ravir les spectateurs qui feront le déplacement. Parmi eux, le jeune prodige canadien Félix Auger-Aliassime et le Guadeloupéen Gianni Mina. Éric Pommier, notre spécialiste maison de la discipline, les a rencontrés pour vous, direction Bas-du-Fort. Le Guadeloupéen Émeric Calvin, blessé, donc forfait pour l'Open International 2016. Le représentant couleur locale est désormais Gianni Mina, tennisman professionnel évoluant aux États-Unis. Bénéficiant d'une wildcard, autrement dit d'une invitation, Gianni Mina, pour sa 4e participation à ce tournoi Challenger, compte mieux figurer qu'aux éditions précédentes. Premier objectif, éviter de se mettre la pression sur les épaules. Je suis un peu redescendu au classement parce que voilà, j'ai eu pas mal de blessures l'année dernière, j'ai pas fait une bonne saison aussi en début d'année, donc tout ça, j'ai perdu énormément de place au classement. Alors, et ce début d'année pour moi a été un peu saccadé, quoi, avec des petites blessures qui m'empêchaient de faire des tournois ou un mauvais enchaînement de tournois. Donc c'est vrai que ce tournoi-là peut m'apporter beaucoup. En fait, c'est un tournoi assez important pour moi, quoi. Donc voilà, je l'ai bien préparé, je me sens bien, mais il ne faut pas se mettre trop de pression non plus. Voilà. Certes, il y a le très attendu Taylor Fritz, l'Américain prodige, nouvelle terreur des circuits, 80e mondial. Pour l'autre affiche, le Canada a sorti elle aussi son joker, le jeune Félix Auger, seulement âgé de 15 ans, et déjà sur le circuit professionnel, peut-être un joueur dans la lignée des Pospisil ou Raonic. C'est une belle opportunité pour moi de venir ici en Guadeloupe jouer un tournoi de haut niveau comme ça. C'est seulement ma 2e participation à un Challenger 100 000. Donc j'espère avoir du plaisir ici cette semaine et pouvoir profiter de l'événement. Dès demain, place aux phases qualificatives. Les meilleurs devront sortir le grand jeu, autrement dit réussir les 2 matchs obligatoires pour entrer dans le tableau final. Ils ne seront que 32 pour en découdre. Les premiers jours de compétition donneront le ton d'une 6e édition annoncée plus relevée. 100 000 $ de dotation, soit le 3e ATP Challenger. De quoi attirer le gratin mondial du tennis. Dimanche 18h au village de l'Open à Gosier. Toute cette belle famille sera réunie pour un très attendu tirage au sort. Notez que c'est Michael Yodra qui est le parrain de cette édition de ce tournoi ATP Challenger. Il sera présent mercredi pour une séance de dédicace au centre de ligue à Bas-du-Fort. Le vainqueur 2015 de la compétition, quant à lui, ne sera pas présent pour défendre son titre.
Le joueur belge s'est blessé au dos à Miami au cours de son dernier match. Sport toujours, début ce soir de la 30e édition des 6 jours du Crédit Agricole. Rendez-vous phare du début de saison cycliste avec un contre-la-montre par équipe dans les rues de Pointe-à-Pitre. 21 équipes, 130 coureurs sont engagés pour la compétition qui se déroule jusqu'au 10 avril. On va parler maintenant football avec cette 21e journée du championnat de division d'honneur. La solidarité scolaire sera opposée à l'AOG au stade de Bémao ce soir à 20h30. Toujours en football, dans le tournoi UFC, la Guadeloupe va affronter au deuxième tour la Martinique et la Dominique. Le 1er juin, notre sélection sera face aux Martiniquais au stade Pierre-Aliquer et le 4 juin, nos joueurs seront opposés aux Dominiquais au stade René-Serge Nabajot aux Abîmes. La ville de Petit-Bourg s'engage pour prévenir les maladies cardiovasculaires dans le cadre de l'opération Parcours du cœur. Ce matin, une conférence débat a été animée par Harry Méfond et plusieurs rendez-vous sportifs sont programmés demain samedi. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. Faire reculer les maladies cardiovasculaires par l'information, c'est l'objectif de l'opération nationale des Parcours du cœur. C'est-à-dire que la ville de Petit-Bourg a décidé de donner une autre dimension au Parcours du cœur cette année en associant tous les partenaires et les acteurs qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de la population et aussi pour défendre cette cause vitale. Mais vous savez que la maladie cardiovasculaire est la première maladie du monde moderne. Sportif et coach, Harry Méfond a animé une conférence débat sur le thème « Comment pratiquer un sport pour votre santé ». Les grands principes concernant les bienfaits du sport, certes, tout en aussi modulant les activités sans non plus être naïf, en sachant aussi que le sport n'a pas que des activités physiques, n'ont pas forcément, et sportives ne sont pas forcément que bénéfiques si elles sont mal faites, mal encadrées. Et c'est plus des conseils pour essayer de l'urgence que le sport, l'activité physique plutôt peut effectivement engendrer. Je n'ai pas parlé que de sport justement, c'est l'activité physique, le quotidien, augmenter un peu ses déplacements, augmenter un peu, lutter contre la sédentarité, d'autant plus jeune pour commencer et pour durer d'autant plus âgé, c'est-à-dire le sport pour tous. Vecteur aussi de cohésion sociale, le sport est bon pour la santé physique mais aussi mentale. Bien encadré, il reste bénéfique car la santé est avant tout une question de bien-être. C'est ici que s'achève notre édition. On fait un point sur la météo de ce soir et demain. Ce soir, des averses sont attendues un peu partout en Guadeloupe. Demain matin, averses orageuses dans l'ensemble de l'archipel, mais ce ne sont que des prévisions. Dans la Minute Sport d'Éric Pommier, il sera question d'un portrait de Bernard Guédu. C'est un athlète déficient visuel qui participe au marathon de Paris ce dimanche. Juste après, le JT Soir de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray reviendra sur une impressionnante explosion de gaz suite à un incendie dans un immeuble parisien. Il sera également question de l'efficacité des portiques installés dans les transports publics. Après la météo et l'agenda, Jean-Luc Icard vous donne rendez-vous pour Télescopie, votre magazine hebdomadaire de décryptage de l'actualité. Ce soir, 2 invités au programme, Sonny Laguerre du journal Rebelle et Rodrigue Trèfle, dont la gestion à la tête de la SAFER vient d'être vivement critiquée dans un rapport du ministère de l'Agriculture. Passez une excellente soirée sur Alizé Guadeloupe. À partir de demain midi, vous retrouverez Jean-Luc Icard pour les éditions du week-end. Je vous dis à très bientôt.